D'abord, un grand merci au comité organisateur de m'avoir fait cette invitation-là. Effectivement, je dois prendre l'avion cet après-midi, mais ça me fait toujours plaisir de venir rencontrer des militants syndicaux sur le thème du renouvellement de l'action syndicale. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Mes racines viennent du mouvement ouvrier. J'ai été élevée par une militante syndicale du secteur public. Donc, pour moi, discuter de ces questions-là, c'est quelque chose qui est vraiment prenant et je considère que ça fait partie de nos responsabilités comme universitaires de venir échanger avec les militants. De un, je ne vous ferai pas de cachette pour rester connecté sur ce qui se passe réellement dans la pratique et de bien intégrer dans nos recherches les véritables préoccupations des gens sur le terrain. Mais je pense aussi que ces échanges-là entre milieux universitaires, Mme Lavoie en parlait, mais entre milieux universitaires, militants syndicaux, ça peut faire en sorte d'enrichir beaucoup plus les débats publics, à mon sens, et de faire une différence éventuellement. Donc, comme Mme Lavoie vous disait, juste pour situer un peu mes champs de recherche, je travaille beaucoup sur la question des jeunes et le syndicalisme. Donc, j'ai d'ailleurs travaillé avec le comité des jeunes de la FIC déjà et on va répéter l'expérience. Mais je m'intéresse aussi beaucoup depuis quelques années à l'action collective patronale pour savoir finalement comment ils sont constitués, savoir comment ils s'organisent pour porter leur message, parce que dans les dernières années, on se rend compte que le discours dominant, le discours de la droite a pris beaucoup d'espace, a pris beaucoup de place, et ils sont très bien organisés. Et je vais vous présenter certaines données préliminaires qu'on a déjà, et c'est des données qui font peur à certains égards, parce qu'on comprend un peu les nouvelles orientations de l'État, la déréglementation, etc., parce qu'on se rend compte que finalement, l'acteur patronal a beaucoup pris de l'avance dans les débats et ils sont organisés pour être efficaces auprès des décideurs. Donc, parler du renouvellement de l'action syndicale, de l'action collective, il faut nécessairement passer par une première étape qui est de bien envisager c'est quoi l'état de crise actuellement. Donc, on situe généralement la crise à trois niveaux distincts. Je ne vous apprendrai rien. La crise économique, je pense qu'on en a parlé beaucoup ici au Québec dans les dernières années. Mais cette crise économique-là a fait beaucoup de dommages à l'économie québécoise, a fait beaucoup de dommages à l'action syndicale, peut-être moins dans le secteur public, mais dans le secteur privé, notre bastion traditionnel d'organisation syndicale a été affecté, le secteur manufacturier. Donc, c'était un premier défi de taille pour l'acteur syndical. Il y a eu une perte, un déclin du membership et il faut s'en alerter. Autre chose dont il faut s'intéresser, c'est la crise des institutions. Et ce que j'entends par là, c'est très simple. Les lois du travail, les institutions du marché du travail au Québec ont été constituées, ont été élaborées à une époque qui correspondait complètement à autre chose du marché du travail. En fait, le Code du travail a été fait en 1964 sur la réalité d'un monde du travail où est-ce qu'on avait des grandes entreprises qui donnaient des jobs permanents quasiment à vie. On avait aussi des acteurs syndicaux qui étaient capables d'organiser parce que la conjoncture le permettait, les lois du travail le permettaient. Et dans la réalité d'aujourd'hui, bien, malheureusement, le secteur manufacturier est en déclin. C'est le secteur des services qui prend de l'importance et c'est justement le secteur qui est le plus difficile à organiser. Autre chose, il y a eu un virage idéologique important de la part de l'État. Je pense que vous êtes les premiers concernés par cette question-là. Vous faites à tous les jours face à ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. Donc, essayer de rendre la fonction, les soins, l'éducation, etc., efficace, mais une notion d'efficacité qui est basée uniquement sur des aspects économiques. Donc, qui ne tient absolument pas compte des besoins sociaux, qui ne tient absolument pas compte du bien-être des travailleurs et ni du progrès social. Donc, c'est une réorientation des valeurs de l'État qui est importante. Dernier changement important, les changements démographiques. Des nouvelles valeurs sociales qui sont apparues. Vous le vivez sans doute à tous les jours dans les milieux de travail. On parle souvent du clash générationnel entre jeunes travailleurs plus âgés. Et on a tendance souvent à décrier un peu la nouvelle valeur travail que les jeunes partagent. Pour ma part, je ne décris pas ça du tout. Je pense que les nouvelles générations de travailleurs ont compris que
fallait, en quelque part, faire autre chose que de perdre sa vie à la gagner. Ça ne veut pas dire pour autant que ces jeunes travailleurs-là n'accordent pas une importance à la qualité du travail qu'ils réalisent, mais le travail prend moins d'espace dans la vie des travailleurs parce qu'on veut accorder une plus grande place pour le soin des aînés, le soin des enfants, les activités sociales, etc. Donc, premier grand changement. Et il y a aussi toute la montée des valeurs plus individualistes. Et encore là, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai tendance à décrier nécessairement. Pour moi, partager des valeurs plus individualistes, ça veut aussi dire que comme individu, j'ai envie d'être reconnu au sein de mon groupe. J'ai envie qu'on reconnaisse mon apport individuel à l'exercice de groupe. Mais évidemment, il faut que l'action syndicale soit canalisée d'une façon telle que ces valeurs individualistes-là soient prises en compte, mais qui ne nuisent pas à la solidarité du groupe. Donc, il faut trouver une nouvelle formule pour essayer de répondre à ces besoins plus individualistes-là, à ces besoins plus pragmatiques-là, mais il faut aussi faire en sorte de trouver les nouveaux moyens d'action pour créer la solidarité nécessaire pour faire avancer les projets. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de discuter de la question du leadership syndical. Et pour moi, le leadership syndical, ce que ça représente, c'est vraiment la capacité de l'acteur syndical à porter des projets qui vont être novateurs à différents niveaux. Donc, autant à l'échelle locale qu'à l'échelle régionale ou, dans votre cas, à l'échelle fédérale. Donc, c'est de saisir les opportunités qui sont offertes par l'environnement et faire en sorte de mobiliser nos ressources de pouvoir qui sont à notre disposition pour faire en sorte que ces projets-là se concrétisent. Donc, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des défis, oui, il y a des obstacles, je viens de vous les présenter, mais il y a toujours deux façons de réagir à des obstacles qui nous sont posés. Dans les dernières années, moi, j'ai commencé mes études en relations industrielles là, il y a environ 15 ans. Et déjà à cette époque-là, on parlait du thème du renouvellement de l'action syndicale, comment mobiliser nos ressources de pouvoir comme acteurs, comment faire en sorte que tout ça change. Et ça, c'est il y a 15 ans. Et je suis encore aujourd'hui devant vous en train de parler de cette thématique-là, avec la différence suivante, c'est que comme chercheur, je peux vous dire qu'avec les années, maintenant, je constate qu'il y a vraiment un vent de changement. Et pas juste à la FIC, parce que j'ai vraiment pris connaissance de toutes les thématiques de votre congrès, mais dans plusieurs centrales syndicales, on sent qu'on a assez décrié le problème et qu'il est temps de passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est vraiment positif et je pense que l'acteur syndical va être en mesure, dans les prochaines années, de vraiment réoccuper la place qu'il a déjà occupée au Québec. Donc, les deux façons de réagir à ces obstacles-là, c'était, dans les 15 dernières années, de développer une espèce de sentiment d'impuissance comme population. Donc, c'est de même parce que c'est de même, puis c'est comme ça, il faut qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on soit compétitif, il faut être productif, puis si on ne l'est pas, bien, les entreprises déménagent. Puis ils s'en vont outre-mer parce que ça coûte moins cher à produire là-bas, ou on fait rentrer des précaires, ou on crée des nouveaux statuts pour faire diminuer le coût de main-d'œuvre parce qu'il faut être productif. Ça, c'est un sentiment d'impuissance-là. On l'a senti pendant une bonne quinzaine d'années. On sentait qu'on avait... En fait, ce qu'on sentait, c'est que les gens semblaient pas savoir comment s'y prendre pour faire changer la tendance, cette tendance lourde-là qui s'était installée. Et bref, on avait de la difficulté à trouver comme militants la façon de finalement faire changer la roue de bord un peu. Deuxième façon de réagir, c'est de justement capitaliser sur ce sentiment d'impuissance-là, puis de s'organiser comme groupe pour que ça devienne un véritable désir de changer les choses. Et il n'y a rien de mieux pour faire bouger les choses que de prendre une masse qui est écœurée de ce qui se passe, qui sont tannés de se sentir impuissants. Donc, cette masse-là peut devenir un outil assez puissant pour porter des messages auprès des décideurs politiques. Donc, de capitaliser sur ce sentiment d'impuissance-là, ça peut donner des résultats assez incroyables. Et pour moi, l'acteur syndical au Québec a les meilleurs outils pour devenir ce porteur de message-là auprès des décideurs publics. Dans les dernières années, on nous a martelé par plusieurs acteurs. Je vais vous présenter la cartographie tantôt de l'acteur patronal, mais il y a plusieurs porteurs de messages du monde patronal, de la droite au Québec, qui ont martelé le message que la compétitivité pour le Québec était nécessaire.
Par contre, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la notion de compétitivité, la notion d'efficacité, il y a plusieurs définitions qu'on peut y donner. Et ce n'est pas nécessairement celle qu'ils nous proposent qu'on est obligé d'accepter. Et c'est là-dessus, je pense, que les projets novateurs doivent miser. Donc, de dire haut et fort, parce que si personne ne le fait, malheureusement, le discours de la droite va continuer à se répandre. Et c'est justement, je pense, qu'il faut qu'il soit bloqué à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est l'acteur syndical qui est le mieux outillé. Mieux outillé, pourquoi? Parce que l'acteur syndical a des ressources, l'acteur syndical a une bonne base militante, l'acteur syndical est bien structuré. Donc, c'est l'acteur, à mon sens, au Québec qui a le plus de levier de pouvoir dans ses mains pour pouvoir porter ce message-là auprès des décideurs publics. Donc, au-delà de la compétitivité, j'ai toujours de la misère, je devrais l'enlever de mes présentations, ce mot-là, mais au-delà de cette notion-là, comment on fait pour remettre à l'ordre du jour des considérations qui sont vraiment en lien avec le progrès social, le bien-être des travailleurs et la dignité du travailleur aussi. Donc, comment on fait pour remettre ces thèmes-là à l'agenda politique? C'est un peu ce que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, nous autres, les universitaires, on est reconnus pour aimer les boîtes puis les flèches. Donc, je vous ai préparé un modèle pour vous exprimer un peu comment je vois le thème du renouvellement de l'action syndicale. En fait, c'est un modèle qui vous place directement au centre. Parce que, comme universitaire, moi, je suis un peu une observatrice externe. Évidemment, ça prend de l'échange entre les milieux, comme je vous disais, mais les véritables artisans du pouvoir, ben c'est vous autres, c'est la base militante. C'est vous autres qui allez décider comment le changement va avoir lieu, comment vous pouvez orienter ce changement-là. Donc, vous êtes vraiment au cœur du modèle comme des porteurs de projets. Et vous avez différentes ressources de pouvoir. Je lisais dans les thématiques de congrès qui vous ont été proposées, on vous expliquait les ressources de pouvoir internes, les ressources de pouvoir externes. On pourra en discuter plus largement tout à l'heure. Mais au-delà des ressources de pouvoir, là où je voulais insister particulièrement, c'est sur l'aptitude. L'aptitude à aller mobiliser ces ressources de pouvoir-là. Parce que c'est bien beau de faire des alliances syndicales internationales, c'est bien beau d'avoir de l'échange avec les autres centrales syndicales, c'est des ressources de pouvoir qui existent, mais si on ne sait pas s'en saisir convenablement, dans les faits, cette action-là peut devenir un peu inutile puis être finalement quelque chose qui nous gobe plus de temps et d'énergie et qui ne rapporte pas vraiment les retours escomptés. Donc, il faut être capable comme acteur de saisir ces ressources de pouvoir-là, puis de les utiliser et de faire en sorte que ça nous aide puisque ça nous gobe du temps finalement. L'autre élément important du modèle, c'est toute la notion de besoin utilitaire et besoin solidaire. Donc, c'est toute la question, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour vous? Parce qu'il ne faut pas se cacher que qui dit valeur plus individualiste, qui dit besoin plus pragmatique, requiert aussi de nos organisations syndicales qu'on apporte un service en échange d'une cotisation. Et ça, on le sent. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent dans toutes les recherches terrain que j'ai faites avec des militants syndicaux. Il faut que ça fasse une différence, le fait de payer la cotisation. Donc, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour vous? Par contre, il y a l'autre volet et la contrepartie qui est qu'est-ce que nous, on peut faire pour que notre syndicat puisse devenir cet acteur influent-là. Donc, tous les projets qui vont être portés par l'acteur syndical, à mon sens, il doit y avoir un nouvel amalgame entre cette nécessité-là de répondre aux besoins utilitaires des membres et des besoins solidaires. Parce que pour faire face à la tendance actuelle, il y a à peu près juste la force du nombre qui va permettre de faire changer les choses. Et je pense que le dernier front commun pour les négociations a quand même démontré l'utilité du rassemblement, de la coopération intersyndicale au Québec. Donc, je pense qu'il ne faut jamais oublier ces besoins solidaires-là. L'autre élément important du modèle, c'est l'importance de porter le message. Et on a entendu souvent parler de la concentration de la presse au Québec. Malheureusement, pour les journalistes, le message syndical n'est pas nécessairement sexy et il passe difficilement aux bulletins télévisés, il passe difficilement dans les journaux. On entend rarement le point de vue divergent à celui de la droite. Donc, il faut trouver des nouvelles façons pour porter ce message-là. Il y en a beaucoup qui misent sur les nouveaux médias sociaux, Internet, les sites web, etc. Je ne suis pas nécessairement en désaccord avec tout ça, mais je dis qu'il faut y aller avec un peu de précaution avec ces médias sociaux-là. Je dis souvent à la blague à mes étudiants que
C'est pas parce que mon syndicat a un site web extraordinaire que le vendredi soir, avec ma coupe de vin, je vais m'asseoir devant l'ordinateur puis je vais prendre les dernières nouvelles qui ont été insérées sur le site web. Donc, ça prend plus que ça pour rejoindre les membres. Et curieusement, toutes les enquêtes terrain que j'ai faites, ce qui ressort, c'est revenons à la base. Ce que ça prend pour des militants, c'est un contact personne à personne. Donc, ce qu'il faut viser d'abord et avant tout, c'est de raffermir, de renforcer la structure de délégués pour avoir une présence plus marquée sur les lieux de travail, donner l'impression au membership que peu importe ce qui se passe dans les lieux de travail, le délégué syndical est là, il y a les moyens d'agir et il y a les ressources pour agir également. Donc, c'est de renforcer les ressources qui sont disponibles pour notre base militante, les délégués qui sont dans les lieux de travail. Pour contribuer maintenant, pour façonner ces nouveaux projets-là, nous, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle l'avantage institutionnel comparé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs trajectoires, il y a plusieurs modèles qui existent dans le monde pour arriver à un certain niveau de productivité, à un certain niveau de compétitivité. Vous avez sans doute entendu parler du modèle danois, où est-ce que les droits sociaux, les droits humains, les avantages sociaux, les conditions de vie sont beaucoup plus mieux qu'ici, en fait, je m'excuse. Donc, la déréglementation, la baisse des conditions de travail, ce n'est pas le seul moyen qui existe pour arriver à être compétitif et arriver à être efficace. Donc, la recherche, les données à travers le monde nous prouvent qu'il y a d'autres modèles potentiels. Et ce modèle-là, ça peut être un Québec qui va doter sa main-d'œuvre de compétences suffisantes pour faire face au marché du travail. Ça peut être des conditions de vie qui vont être avantageuses pour permettre à tout le monde d'avoir un certain niveau de vie qui va être décent et de finalement créer un Québec où est-ce que le progrès économique va être socialement responsable. Et ce que ça veut dire, c'est que l'efficacité économique, la compétitivité doit croître en même temps que les conditions de travail, que le bien-être des travailleurs et le bien-être social de façon générale. Et aujourd'hui, je vais insister sur 2 points majoritairement, je pense, qui sont à développer pour toutes les organisations syndicales et aussi la FIC. L'action politique qui est devenue plus qu'importante. Je pense que c'est devenu une obligation pour l'acteur syndical de renforcer cette action politique-là et l'alignement au sein de la structure, donc quelque chose qui est plus ancré pour les réalités de la FIC. Pourquoi l'action politique est importante? Au cours des 25 dernières années, ce qu'on a constaté, c'est que le PIB a augmenté de façon constante, donc on n'a pas eu de baisse marquée au niveau du PIB ni de la productivité. Par contre, le pouvoir d'achat des travailleurs, lui, a stagné. Donc, il y a eu des gains limités aux tables de négociation collective et encore pire pour vous autres, les travailleurs du public, parce que je pense, je vais juste retrouver mes données là-dessus, mais au privé, il y a eu une augmentation des salaires du pouvoir d'achat dans les 10 dernières années, 28,6. Et au niveau du public, vous avez une augmentation de 24,1 % de votre pouvoir d'achat et l'IPC a augmenté de 22,5 %. Fait que sur 10 ans, votre enrichissement ou votre pouvoir d'achat s'est augmenté de 2 %. C'est ce que ça veut dire en 10 ans. On peut dire que c'est des gains qui sont suffisamment limités aux tables de négociation pour essayer d'aller chercher un pouvoir autre qu'uniquement ancré sur la négociation collective. Donc, il y a augmentation de productivité, pas celui des travailleurs, pas du pouvoir d'achat. Ça pose une problématique, à mon sens, à ce niveau-là, sur toute la question de la transparence économique aussi. C'est une question qui, pour moi, est très liée. Pourquoi? Parce que, historiquement, on n'avait jamais eu de problème à avoir une redistribution des gains de productivité au Québec. C'était le compromis qu'on appelait Fordiste. Donc, on laissait les entreprises gérer, mais en retour, à chaque fois qu'on avait des gains de productivité, c'était redistribué aux travailleurs et on n'avait pas de questions à se poser parce que c'était là-dessus que le système était fondé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est drôlement différent, c'est que même les entreprises les plus rentables continuent à demander des baisses dans les conditions de travail, continuent à demander des concessions aux tables de négociation collective. Donc, ce retour-là des gains de productivité n'est pas fait, n'est pas réalisé dans la pratique. Et pire encore, on en demande encore plus aux travailleurs. Donc, d'être plus efficaces, de s'engager plus dans leur travail.
mais en retour de quoi? Bien, baisse de la sécurité d'emploi, baisse des conditions de travail et baisse des conditions économiques générales. Donc, toute cette question-là de redistribution des gains de productivité est plus assurée. Donc, ça renvoie l'urgence pour l'acteur syndical, à mon sens, d'être des pionniers dans ce domaine-là et de revendiquer des clauses de transparence économique et d'information financière dans les conventions collectives. Pourquoi? Bien, pour s'assurer que quand il y a des demandes de concessions qui sont faites, bien, qu'ils sont justifiées, ces demandes-là. Donc, l'entreprise doit ouvrir ses livres. Il y a une question de confiance entre les partenaires qui vont négocier et c'est là-dessus que notre système était basé. Donc, je pense qu'il y a un besoin d'agir à ce niveau-là. Nouvelles orientations de l'État fait en sorte que l'action politique est devenue aussi nécessaire. Pourquoi? Parce que dans les dernières années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment déréglementé la sphère des rapports collectifs, les politiques économiques aussi. Et dans le secteur public, bien, vous y avez goûté aussi avec toutes les nouvelles dispositions entourant la nouvelle gestion publique, la réorganisation des services de la santé, etc. Donc, il y a vraiment une tangente que l'État a pris, un virage à droite, même s'il l'était déjà, c'est encore pire que c'était à mon sens. Donc, il faut essayer comme groupe d'imposer un contre-discours à ce discours dominant-là. Ce qu'on voit en même temps, c'est qu'il y a une baisse de la conflictualité dans les milieux de travail. Donc, quand on regarde les données, il y a eu une baisse des conflits de travail, il y a eu une baisse aussi des griefs qui ont été portés en arbitrage dans les dernières années. On voit apparaître des approches coopératives. C'est pas nécessairement mal, là, ça peut peut-être juste vouloir dire que les partenaires sociaux s'entendent mieux puis qu'on est capable de plus négocier. Mais dans plusieurs cas, ça veut aussi dire que même mobiliser nos outils comme nos leviers de pouvoir comme la grève ou faire des griefs, malheureusement, des fois, ça s'avère des solutions qui sont inefficaces à cause de la conjoncture économique, puis à cause également, dans votre cas, du pouvoir de l'État de légiférer. Donc, en 2005, on se questionnait tous sur c'était quoi le véritable pouvoir de négociation que les syndicats du secteur public avaient, parce que le gouvernement pouvait même nier ce droit fondamental-là de négocier ses conditions de travail. Donc, un autre levier de pouvoir qui est moins utilisé au niveau local aussi. Un des éléments importants dans les dernières 5 années, c'est la montée en force des think tanks et des lobbies patronaux. Et c'est incroyable comment ces organisations-là, qui font de la représentation privée auprès du gouvernement, sans être imputables à personne et que leur seul job, c'est de représenter les intérêts patronaux. Je ne sais pas si vous avez dénombré le nombre d'études qui ont été déposées au gouvernement sur la nécessité de privatiser les soins publics, les soins de santé, mais je peux vous dire qu'il y en a plus qu'une dizaine. Et ils sont très bien organisés. C'est un réseau serré entre des instituts de recherche, subventionnés par le monde patronal, bien sûr, mais qui se présentent sous un cadre d'experts en recherche, d'instituts de recherche reconnus. C'est des lobbies qui sont enregistrés à l'Assemblée nationale, c'est des lobbies qui sont enregistrés au Parlement aussi, et c'est des think tanks qui soient canadiens, québécois, internationaux, qui gravitent autour des comités patronales de négociation, dont ceux dans le secteur public, qui gravitent autour du CPQ, qui se fait le porte-parole du patronat au Québec. Donc, c'est un réseau qui est très bien organisé maintenant. Puis à ça, on ajoute tout le virage à droite des médias. Ce ne sera pas long, les bonnes nouvelles s'en viennent, je vous garantis. Donc, le virage à droite des médias, la concentration de presse, des journaux de la gauche au Québec, ça ne pleut pas et ils ont de la misère à survivre, tout comme les think tanks de gauche aussi. C'est des organisations qui ont de la misère à survivre parce qu'ils ont peu de moyens. Et ils ne réussissent pas à rejoindre les masses comme les journaux qui font la promotion du point de vue de la droite. Donc, ce qui fait que le message syndical ne passe pas et il faut trouver maintenant des nouvelles façons de porter ce message-là. Donc, comment on s'organise comme organisation pour faire porter ce message-là. C'est peut-être un peu utopique, mais peut-être qu'un jour, il va y avoir une unité intersyndicale sur cette question-là, d'information au grand public, de mettre des ressources en commun pour justement faire passer le message syndical. Peut-être qu'on pourrait y assister, du moins il semble y avoir des ouvertures.
Maintenant, quand on parle de l'action collective patronale, et ça, c'est les données préliminaires qu'on a de notre groupe de recherche qui s'intéresse à l'action collective patronale, quand on regarde ça de façon générale, ce qu'on entend parler du patronat, c'est le CPQ, les chambres de commerce, les manufacturiers exportateurs ou l'entreprise indépendante, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Mais quand on analyse comme il faut le monde patronal, puis qu'on s'attarde vraiment à sa cartographie, comment il est organisé, bien là, on réalise qu'ils agissent à plusieurs niveaux. Au niveau sectoriel, on a recensé 437 associations patronales qui sont là pour faire la promotion des intérêts des employeurs dans différents secteurs économiques du Québec. Il y a à ça, on ajoute 291 associations régionales. Et ce qui est le plus, à mon sens, frappant, c'est la montée des lobbies canadiens, québécois. Donc, on voit 1807 lobbies enregistrés à l'Assemblée nationale. Et dans les 5 dernières années, ça correspond à une augmentation de 930 % le nombre de lobbies. Et bon, peut-être qu'il y en a 3, 4, 5, peut-être 10, peut-être 20 qui représentent les intérêts syndicaux. Mais il en reste toujours bien proche de 2000 qui représentent les intérêts patronaux puis directement les besoins d'entreprises au Québec. Et à ça, on ajoute les fameux think tanks. Vous avez sûrement eu dans les journaux un article qui était commandité par l'Institut économique de Montréal, l'Institut Fraser, etc. Donc, le monde patronal, là, si on s'imagine une course à relais, là, ben, ils sont proches de la ligne d'arrivée. Parce que si vous vous reprenez, dernièrement, on a eu un bon exemple de cette dynamique-là du monde patronal avec la sortie de l'Institut économique de Montréal qui avait décrié dans un projet de recherche la nécessité de revoir toute la procédure du vote obligatoire lors de l'accréditation ou qui dénonçait ouvertement le fait que les centrales syndicales osaient demander à son membership des cotisations pour faire de la représentation au niveau social. Ce qu'on disait, c'est que si vous voulez tirer des cotisations des membres, vous devez vous occuper uniquement de leurs préoccupations propres et vous n'avez pas à faire de la représentation sociale avec ces cotisations-là. Premier message de l'Institut économique qui font toutes les manchettes, sont dans tous les journaux. 2 semaines après, bien là, c'est dans la bouche du CPQ. Le même message est martelé à nouveau. Et 2-3 semaines plus tard, bien, c'est rendu l'ADQ qui sont aux nouvelles et qui remartèlent encore sur ce même sujet-là. Fait qu'il y a eu 3 passages là, de relais. Là. Ils sont presque à la ligne d'arrivée parce qu'on va créer une nouvelle commission consultative pour la révision du Code du travail. Et eux autres sont proches de la ligne d'arrivée. Puis, nous autres, à la ligne de départ, bien, d'un côté, vous avez les universitaires qui regardent ça aller puis qui analysent comment l'acteur patronal est organisé. Puis, tu as une couple de centrales syndicales qui sont là avec nous autres, qui sont en train de discuter de comment ils vont s'y prendre pour contrer ce discours-là. Donc, ils ont un chemin d'avance sur l'acteur syndical. Ils ont un chemin d'avance sur les porteurs un peu plus du message de gauche au Québec. Donc, c'est une organisation qui est imposante et on se rend compte qu'elle est efficace parce que les dernières lois qui ont été adoptées au Québec, bien, c'est un peu de sabrer dans les rapports collectifs de travail et l'État a préféré faire adopter des lois de nature individuelle. Donc, ils ont amélioré la loi sur les normes du travail, ils ont voté des amendements aussi pour toute la question du harcèlement psychologique, conciliation travail-famille, etc. Ce pas des mauvaises nouvelles. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose pour le Québec, mais quand on se rend compte et quand on parle aux femmes qui sont en congé de maternité puis qui sont obligées, avec leur 55 % de salaire, de payer les frais d'assurance pour continuer à être couvertes dans ce milieu de travail, il n'en reste pas épais pour vivre, finalement. Donc, ces lois-là, il faut se le dire, sont vraiment minimales et ça prend une action collective pour améliorer ce qu'on a au niveau du Québec. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, l'action politique, pour moi, c'est nécessaire parce que ce qu'on se rend compte quand on s'intéresse à l'histoire syndicale, c'est que ça a toujours été à force de lutte et à force de revendications qu'on a été capable de faire changer les lois, qu'on a été capable d'améliorer le bien-être social de l'ensemble des travailleurs. Donc, il faut continuer dans cette voie-là et compte tenu des gains limités qu'on a en négociation collective, je pense que l'action
l'action syndicale est drôlement importante à cet égard-là parce qu'il faut augmenter les minimums des lois sociales qu'on a au Québec. Je vous parlais tantôt de l'exemple de la loi sur la conciliation travail-famille, mais il faut creuser ce terrain-là pour être en mesure de faire augmenter les minimums qui sont accessibles à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon, finalement, de stopper cette hémorragie-là de pression à la baisse des conditions de travail. Parce que tant aussi longtemps qu'on garde des clientèles précaires ou qu'on garde des clientèles qui ont accès à peu près aucune protection sociale, bien, c'est le meilleur argument que le patronat ou les employeurs peuvent utiliser pour dire, bien, vous êtes vraiment mieux que ceux qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas syndiqués. Vous êtes les gâtés, vous êtes les privilégiés de la société. Fait que c'est à votre tour de faire un effort puis de diminuer vos conditions de travail. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne fera pas monter les conditions de travail de tous ceux qui ne sont pas syndiqués, bien, dites-vous bien une chose, c'est qu'on va continuer à vous mettre des pressions pour diminuer vos conditions de travail à vous autres. Donc, pour moi, c'est vraiment une sphère à exploiter. Et présentement, il y a une conjoncture qui est là. Il y a une fenêtre d'opportunité pour l'acteur syndical avec tout ce qui se passe au Wisconsin et tout le mouvement qui s'est créé autour des travailleurs du public au Wisconsin. Donc, il y a des revendications et là, le message, la fenêtre d'opportunité est ouverte pour faire valoir vos revendications comme groupe du public aussi. Donc, selon moi, il faut essayer de miser sur l'influence qu'on va imposer aux décideurs politiques parce que l'État, malheureusement, il n'est pas neutre et ce qui va le décider à légiférer ou ce qui va le décider à bouger, c'est quand que ça chauffe un peu trop. Hein, parce qu'il ne veut pas perdre ses prochaines élections, parce qu'il ne veut pas créer trop de mécontentement, parce qu'il veut s'assurer d'être là et finalement, qu'il y ait une couple de députés qui puissent avoir leur pension parce que c'est leur dernier mandat avant d'avoir la pension universelle. Mais il y a un pouvoir là qui est offert à tous les travailleurs du Québec d'imposer suffisamment de pression, que ça chauffe un peu pour que l'acteur politique se décide à changer. Et que finalement, on ne laisse pas toute la place libre à l'acteur patronal parce qu'eux le font via des représentations privées, via des lobbies qui sont là, mais qui ne sont pas redevables à personne. Donc, on n'a aucune idée des revendications qui peuvent porter, en fait, auprès des décideurs politiques. Donc, selon moi, il faut agir sur ce terrain-là. Les terrains que vous devez investir sont nombreux. La tâche n'est pas si simple, mais je pense qu'il faut viser une action qu'on appelle multifront. Donc, il faut continuer l'arène mouvement de masse. Dans le secteur public, vous avez la chance d'avoir 82 de taux de présence syndicale. Donc, ça vous donne une masse critique importante. Mais je pense que les centrales syndicales au Québec doivent réaliser l'importance d'investir des ressources dans l'organisation des champs libres. Donc, toutes les petites, moyennes entreprises qui ne sont pas syndiquées, je pense que il va falloir, à un moment donné, que les centrales syndicales créent un fonds de développement, je ne sais pas comment l'appeler, mais de s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires pour rejoindre ces travailleurs-là. Aux États-Unis, c'est déjà commencé. Ils ont lancé un projet et c'est plus facile aux États-Unis, je dois l'admettre, parce qu'ils ont juste une centrale syndicale. Là, ça, je l'admets, donc c'est un peu plus simple à organiser comme campagne de masse. Mais on a créé dans plusieurs villes, communautés, régions aux États-Unis ce qu'on appelle des centres de travailleurs. Et ces centres de travailleurs-là sont constitués finalement pour avoir une représentation au plan local. Et ça devient des centres d'information pour les gens, des centres d'information pour les informer sur les droits qu'ils ont accès, comment se défendre, comment s'y prendre, etc. Et ça devient finalement le premier pas vers l'action syndicale parce que tu démystifies ce qui est la bébite syndicale. Tu démystifies aussi le fait que les syndicats ne sont pas là uniquement juste pour des privilégiés, des gens qui sont déjà syndiqués, mais qu'on est là pour véritablement aider les travailleurs. Il y a l'arène électorale aussi, l'arène légale, porter ou maintenir au pouvoir des représentants qui vont vraiment défendre les intérêts des travailleurs. Malgré la vague orange au Québec, puis je vois des chandails orange, fait que ça me fait rire de donner cet exemple-là, mais malgré la vague orange au Québec, je ne suis pas sûre véritablement que le Québec soit vraiment à gauche, là. Donc, il y a du chemin à faire pour vraiment porter au pouvoir, essayer de promouvoir des candidatures
qui vont réellement présenter les intérêts des travailleurs. Je sais que les centrales syndicales, on est un peu frileuses à vraiment manifester clairement nos intérêts politiques, puis c'est pour une question de respecter l'opinion politique des membres, et ça, je comprends très bien. Mais durant les temps électoraux, à mon sens, il faut que les centrales syndicales sortent. Il faut qu'ils expliquent les programmes des partis. Il faut qu'ils vulgarisent les programmes des partis parce que nos politiciens ont l'art de faire des débats en disant rien pendant 2 heures, d'aborder aucun thème puis nous donner l'impression qu'ils ont fait des envolées incroyables, mais que finalement, tu ressors du débat puis il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Donc, je pense que les centrales syndicales, c'est des acteurs clés dans ces temps-là pour venir démystifier le programme électoral, de venir dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour les services publics, pour l'éducation, etc. Donc, il y a une job à faire durant les élections. Je sais qu'à l'interne, souvent, vous avez une analyse politique de ces projets politiques-là, mais il faut sortir de l'interne, il faut rejoindre les masses et il faut un peu revenir à votre rôle premier, parce que les syndicats, quand ils ont été créés pour 3 choses. Donc, devenir des agents de négociation, devenir des agents de transformation sociale, mais un rôle d'éducation populaire aussi. Donc, d'informer les masses, d'informer la société sur un point de vue qui était différent de celui des entreprises. Et ça, je pense qu'on s'est écarté de ce point-là et je pense qu'il faut réinvestir cette sphère-là aussi. L'arène culturelle idéologique, bien, je m'excuse de vous le dire, mais vous n'êtes pas super bien traité dans la population en général non plus. On n'a pas une super bonne opinion non plus de façon générale de l'acteur syndical parce que souvent, on pense que vous protégez les paresseux ou les privilégiés ou que vous n'avez pas vraiment votre place maintenant, que vous n'êtes plus vraiment nécessaire parce qu'il y a des lois sociales qui sont là, qui ont été adoptées. Donc, on ne peut pas dire que c'est vous autres qui avez la meilleure cote auprès de la population en général. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement à la question des jeunes, c'est encore pire. Le point de vue est encore plus négatif. Donc, il y a un job à faire pour aller regagner le cœur de la population, de montrer que vous êtes un acteur qui est pertinent. Et vous allez pouvoir le faire, à mon sens, en réalisant des gains, en menant des luttes. Donc, il faut avoir des résultats à cette lutte-là. Mais je pense qu'il faut s'attarder à cette notion-là de réintégrer dans la tête des gens que l'acteur syndical, bien, c'est normal qu'il parle sur la place publique, c'est normal qu'il décrit les actions du gouvernement et non pas qu'on ait tout le temps l'impression que c'est une gang de chialeux qui viennent encore essayer de mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a une job à faire à ce niveau-là aussi. La deuxième priorité, je pense, pour toute organisation syndicale, c'est de procéder à ce que j'appelle l'alignement stratégique au sein de la structure. Et là, je l'ai adapté un peu plus à la réalité de la FIC, mais on ne peut pas penser devenir un porteur de projet sans garder une connexion importante au sein de notre structure. Je vous disais tantôt que les véritables artisans du changement, c'est les militants de la base. Pourquoi? Parce que c'est vous autres qui allez travailler sur les questions d'organisation du travail. C'est vous autres qui allez être impliqués dans les relations du travail aussi et dans toute la question de la conciliation travail-famille. Si j'ai bien compris, les thématiques du Congrès, c'était grosso modo les 3 priorités qu'on avait suggérées. Évidemment, il peut y avoir d'autres priorités dépendamment des milieux qui émergent du niveau local. Mais ces projets-là qu'on va adopter au niveau local, je pense que la principale préoccupation comme groupe, comme structure syndicale qu'il faut viser, c'est de garder un alignement sur le projet général qui est poursuivi par la centrale. Donc, si le véritable but qui est visé, c'est d'améliorer les services publics, les services de soins et de développer la pratique professionnelle, bien, il faut que les actions qu'on va prendre au niveau local, qu'on se pose la question comment nos actions ou comment le projet ou comment cette revendication-là va contribuer au projet général de la FIC comme organisation. Donc, c'est cette question-là, puis ça a l'air un peu simpliste, mais c'est que dans la réalité, quelque chose qui est super difficile à réaliser, cet alignement-là au niveau de la structure syndicale. Donc, de connecter nos actions qu'on prend au niveau local et qu'on prend au niveau régional, de toujours les connecter à ce projet général-là que la FIC poursuit. Et ce que ça veut dire, c'est que la FIC, son projet général,
bien, il faut qu'il soit partagé par l'ensemble des membres. Parce que connecter tes projets puis connecter tes idées sur un projet qui ne te plaît pas, c'est moins tentant un petit peu. Donc, il faut que ce projet-là soit rassembleur, il faut qu'il soit ressenti par l'ensemble de la structure aussi, qu'il soit adopté, j'imagine, en congrès ici. Mais une fois que ce projet-là, on l'a identifié comme étant rassembleur, les actions qu'on entreprend, puis dans toutes les structures, que ce soit les comités jeunes, les comités de femmes, etc., il faut se poser la question sur comment ces actions-là qui sont entreprises vont venir répondre et vont venir contribuer au projet général de la FIC. Donc, de faire ce questionnement-là quand on mène notre action au plan local, ça nous permet de rester focusés sur l'objectif général et d'augmenter finalement nos chances de l'atteindre, cet objectif-là. Au niveau local, un terrain qui est fertile aussi, et on a fait une recension des conventions collectives des 15 dernières années. Moi, j'ai perdu le PowerPoint. Oh. Moi, j'ai plus de PowerPoint, puis là, c'est des données statistiques. Je vais essayer de les faire de mémoire, mais... donc, un terrain qui est fertile au Québec, c'est la question du dialogue social au niveau local. Donc, on a fait la recension des conventions collectives des 15 dernières années pour voir un peu comment, au plan local, la question des comités, échanges bipartites entre l'employeur et le syndicat avait évolué. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les seuls comités qui ont véritablement évolué dans les dernières années, c'est les fameux comités de relations de travail et qui sont directement en lien, finalement, avec les nouvelles préoccupations d'essayer d'instaurer une paix industrielle au niveau des milieux de travail. Mais quand on parle de comités d'aménagement du temps de travail, quand on parle des comités sur l'organisation du travail, ça va-tu fonctionner? Oui? J'ai rien touché, hein, je vous promets. Là, j'ai vraiment besoin des statistiques. Malheureusement, je vais m'approcher. Ah non, j'ai pas de micro. Non. Bon, bref, j'ai essayé de voir de loin. Je vois rien. Oui, bien, c'est similaire, oui. Non, mais ça crée un petit stress, là. C'est pas grave. Ah, bon, excellent, merci. Donc, comité sur l'aménagement, réduction du temps de travail, on voit que 2008-2009, il y a 1,5 % des conventions collectives qui ont des dispositions sur ce sujet-là. Donc, on parle d'un comité qui porte sur ce sujet-là spécifiquement. Comité sur la conciliation travail-famille, c'est à mode, ce thème-là, hein? C'est vraiment à mode, puis c'est sur toutes les lèvres qu'il faut favoriser la conciliation travail-famille pour rendre nos employés heureux. Bien, il y a seulement 0,8 % des conventions collectives qui ont des comités à cet effet-là. Ça veut dire que c'est pas qu'il s'en fait pas de la conciliation travail-famille, mais les employeurs se gardent cette prérogative-là pour accommoder à la pièce des travailleurs, et ce qui fait que ça ne devient pas une politique généralisée de conciliation travail-famille, une politique que tout le monde a l'impression qu'ils peuvent utiliser, qui sont en droit de l'utiliser aussi. Ils nous mettent devant l'obligation d'aller quêter un congé ou d'aller quémander une absence pour pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir s'occuper de ses proches, etc. Et même, je vous dirais, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur et je m'enflamme quand j'en parle, mais même quand on a des dispositions sur la conciliation travail-famille, même quand il y a des politiques, dans la majorité des cas, surtout chez les professionnels, on ne peut même pas les utiliser parce que, bien voyons donc, on n'a pas le temps de prendre nos vacances, puis si tu t'en vas un an, tu vas être complètement déphasé, puis on a de la pression pour ne pas les utiliser. Fait que finalement, ils ne servent pas à grand-chose, ces mesures-là. Comité sur la formation, je vous parlais de l'avantage institutionnel comparé tantôt qu'il fallait doter le Québec d'une main-d'œuvre compétente. Même si on a notre loi du 1 % au Québec, on est une des provinces qui forme le moins. Même malgré les dispositions sur la loi du 1 %, il n'y a pas beaucoup de dispositions sur le remboursement des frais de garde, sur le remboursement du temps, la compensation du temps pour les études, comment on rémunère le temps passé en formation, etc. Donc, on n'est pas vraiment, les conventions collectives ne sont pas encore vraiment poussées à ce niveau-là. Donc, c'est un autre champ d'action au niveau local sur lequel on peut miser parce qu'il y a de l'espace pour l'amélioration.
Comité sur la sous-traitance, évidemment, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est vraiment que ces comités-là, je n'ai pas la donnée pour 88-91, mais ces comités-là ont diminué. Pourquoi? Parce que les employeurs, maintenant, ont la flexibilité qu'ils veulent pour avoir recours à la sous-traitance, puis on n'est pas obligé de créer vraiment des comités sur ce sujet-là. Donc, on voit que sur tout l'aspect aménagement, réduction du temps de travail, j'ai une étudiante de maîtrise qui travaille pour la FIC d'ailleurs, qui a fait un travail là-dessus, comment on prévoyait l'aménagement, la réduction du temps de travail, puis on se rendait compte que les dispositions au niveau des soins, de la santé, les conventions collectives qui étaient négociées finalement n'étaient pas nécessairement plus avantageuses que dans les autres conventions collectives générales. Donc, ça veut dire que même malgré toutes les problématiques que vous vivez avec les horaires de travail, on n'a pas misé sur le fait de négocier ou d'intégrer dans les conventions collectives des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs. Donc, à ce niveau-là, je pense que dans les unités locales, il y a vraiment un champ d'action à mener sur cet aspect-là accommodant pour le travailleur sur la question des horaires de travail. Par contre, quand on regarde l'évolution des conventions collectives et qu'on regarde la principale préoccupation des travailleurs, là, on se rend compte qu'eux, ils ont fait des gains en négociation collective. Je vous ai donné quelques statistiques là-dessus. Les promotions, on sait qu'historiquement, l'ancienneté occupait une part importante dans les règles d'attribution. C'est passé en 88 de 15,5 % des conventions collectives où on utilisait juste l'ancienneté comme critère à 2,9 % en 2009. Donc, il y a eu un déclin important de cette notion-là. À l'opposé, les conventions collectives où est-ce que l'ancienneté est plus du tout considérée dans les règles d'attribution des promotions, c'est passé de 8,9 à 23,3 % des conventions collectives. Donc, cette question-là de l'ancienneté a régressé vraiment beaucoup dans les conventions collectives. Mise à pied, ancienneté, qualification suffisante et l'ancienneté seul critère. Ça, on voit que c'est pas quelque chose qui a bougé dans les conventions collectives, que c'est un principe universel qui est utilisé pour procéder aux mises à pied, même dans les secteurs finalement qui ne sont pas syndiqués. Et ce qu'on voit le plus, je pense, inquiétant, c'est sur toute la question des garanties de travail et du salaire assuré, où on voit que 31 % des conventions collectives en 88 et qu'il y en a maintenant seulement 18,2 % des conventions qui les accordent. Et dans ces données-là, c'est parce qu'il y avait eu le renouvellement des conventions collectives du public, mais de façon générale, la sécurité d'emploi était en 2009 uniquement dans 6,9 % des conventions collectives. Donc, on voit que la tendance lourde que je vous décrivais au début, qu'on accorde de moins en moins de sécurité aux travailleurs, elle est vraiment manifeste quand on regarde les données et les statistiques en lien avec les conventions collectives. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut agir et vous n'êtes pas à l'abri de ça dans le secteur public parce que on a l'imagination nécessaire pour créer toutes sortes de statuts précaires, de créer toutes sortes de conditions pour intégrer des nouveaux professionnels, etc. Ce qui fait en sorte que vous aussi, comme secteur, vous êtes pas à l'abri de cette tendance patronale-là. Quand on regarde du côté des travailleurs et pour voir si on a pu aussi aller chercher une certaine flexibilité dans les conventions collectives, parce que, je veux dire, c'est pas juste en un sens, ce besoin-là de flexibilité, on parlait que la nouvelle génération ou que les travailleurs avaient maintenant besoin beaucoup plus de flexibilité pour gérer les obligations familiales et les obligations professionnelles. Ce qu'on remarque dans les conventions collectives, c'est une tendance à la normalisation. Donc, on voit que partout, là, si vous regardez les chiffres entre 88 puis 2009, vous voyez qu'il y a une amélioration partout. Mais ce que ça veut dire, ces données-là, c'est que les conventions collectives font mention d'une disposition à cet égard-là. Donc, en matière de congé de maternité, la disposition qui est compilée dans le 85 %, ça peut être, par exemple, l'employeur s'engage à respecter les normes établies par les normes du travail ou par le régime parental, le régime québécois d'assurance parentale. Et ça, c'est comptabilisé dans le 85 %. Donc, c'est pour ça que je parle d'un effet de normalisation entre 88
puis 2009, parce qu'essentiellement, les avancées qu'on a vues dans les conventions collectives, c'est suite à l'adoption des lois sociales dans différents sujets, notamment en matière d'équité salariale, notamment en matière de formation, en matière de congé de maternité, congé parental, etc. Donc, on a suivi les avancées qu'on avait dans les lois, parce que de toute façon, on n'a pas le choix de respecter ces lois-là. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des heures supplémentaires, bien, en 88, 70,5 % des conventions collectives permettaient aux travailleurs de refuser des heures supplémentaires. Et en 2009, il reste que 64 % des conventions collectives qui en traitent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que généralement, on va s'en remettre aux dispositions générales des lois qui prévoient le refus potentiel au-delà d'un certain nombre maximal d'heures et les conventions collectives n'en traitent plus. Et dans votre cas, c'est quelque chose qui est déterminant, cette possibilité-là de pouvoir refuser des heures supplémentaires, à quelles conditions. Donc, pour moi, ça, dans votre cas, c'est aussi un terrain qui est à investir au niveau de la négociation au plan local. Le droit de refus en tout temps, si vous avez remarqué, il baisse encore plus que juste les dispositions. C'est passé de 28,4 à 13 %. Donc, selon moi, il y a un grand champ à aller travailler là, pour vos unités locales. Ce qu'on remarque, c'est que les travailleurs âgés, eux, ils ont leur protection conventionnelle qu'on appelle, donc comment on les protège via les conventions collectives, ça s'est amélioré dans les dernières années. Idem pour les statuts à temps partiel. Donc, ce qu'on voit, c'est une augmentation importante des dispositions de la convention collective qui vont s'appliquer aux salariés à temps partiel. Et pourquoi il y a cette amélioration-là? Bien, parce qu'il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre puis qu'on n'a pas le choix de garder à l'emploi des travailleurs âgés. Et c'est pas parce qu'on va les mettre à temps partiel qu'on va leur couper leurs assurances, qu'on va leur couper leurs privilèges, etc. Donc, les employeurs n'ont pas eu le choix d'adapter les conventions collectives pour faire en sorte que ces travailleurs âgés-là puissent diminuer leur charge de travail en termes de temps investi au travail, mais quand même bonifier leurs conditions de travail. Par contre, quand on regarde les statuts précaires, occasionnels, surnuméraires, bien, il y a seulement 1,2 % des conventions collectives qui ont des dispositions pour cette clientèle-là. Donc, les nouveaux statuts précaires, ceux qui ont vraiment besoin de s'organiser, ceux qui ont vraiment besoin de protection, bien, on ne les voit pas dans les conventions collectives. Ils ne sont pas prévus dans les conditions de la convention collective. Il me reste combien de temps? Il ne reste plus de temps? Bon, je finis. Donc, je conclus. Je vous parlais tantôt que vous pouviez faire une différence sur les développements du développement économique au Québec, du développement du réseau de la santé, des services publics. Et je pense que ça va dépendre de votre capacité à aller vous réseauter avec l'extérieur. Pour moi, il y a un terrain fertile d'aller investir des alliances avec nous, les universitaires, les autres syndicats, les syndicats internationaux. Il faut que tout ça soit fait dans une structure que je vais appeler intégrée et je suis persuadée que finalement, les véritables artisans du changement que vous êtes, bien, vous allez pouvoir, dans les prochaines années, nous paver la voie et de au moins contrer un peu le discours dominant qui est porté par les gens de la droite. Donc, je vais m'arrêter. Est-ce qu'on